Donc, il s'agit en fait de Lahana Ibrahim, directrice du Gouredji. Depuis un an, Lahana travaille comme consultante indépendante et formatrice sur la thématique accès au financement, mobilisation des ressources endogènes, chaîne de valeur ajoutée, agriculture contractuelle et développement associatif. Et avant, elle avait acquis 13 ans d'expérience professionnelle, entre autres dans l'assistance au coordinateur dans le programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle, dans la coordination des projets microfinance communautaires et dans la mise en place des associations villageoises d'épargne et de crédit. Lahanat est actuellement engagée dans un programme de promotion du Carité. Lahanat est titulaire de Master 2 en gestion de projets de l'Université de Parakou à Bénin et d'une licence professionnelle en administration du travail et de sécurité de l'ENAM. Je passe maintenant la parole à Lahanat qui va nous présenter sa structure. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, c'est Lahanat Ibrahim. Permettez-moi de vous remercier. J'ai l'honneur de vous présenter l'entreprise Gouredji à travers une synthèse du business plan. Alors, Gouredji, c'est une entreprise ici de transformation du beurre, des amandes de qualité en beurre. Et nous visons le marché local, le marché national, le marché international. Alors, dans la présentation, je vais être sommaire vu que le temps nous presse un peu. On va passer un peu sur la présentation du promoteur que je suis. Vous avez déjà eu l'honneur de dire tout ce que je suis. Nous allons passer sur ça. La fiche signalétique du projet, je vais passer sur quelques lignes qui vous permettront de comprendre un peu tout le détail que j'ai par rapport au projet. Copago, c'est la zone d'implantation du site où je travaille depuis un an. Et comment est née l'idée du projet, le produit, l'étude du marché. Bref, nous avons à l'écran comme ça tout ce que je vais présenter. Je propose qu'on aille sur le slide suivant, vu que le temps nous presse un peu. Voilà. Donc, le projet va consister à produire et à vendre du beurre sur le marché local et international. Donc, le secteur d'activité où nous travaillons, c'est l'agroalimentaire, la cosmétique et la pharmaceutique. Donc, le beurre, il est utilisé dans tous ces secteurs-là. Alors, le beurre que nous allons produire est de type conventionnel et du type bio aussi. Alors, l'entreprise est basée à Copago, comme je vous le dis, au nord de la Takora, dans la Donga, précisément à 40 km de Djougou. Alors, le coût global du projet est de 80 253 087 francs en CFA, en francs CFA. Donc, l'apport personnel est de 30% et le crédit sollicité est autour de 70%. Donc, globalement, voilà les informations sur le crédit et sur le projet. Et le crédit que nous négocions est un crédit qui va durer, qui sera échelonné sur 5 années. Sur 5 années et la périodicité de remboursement sera annuelle et pas amortissement constant. Voilà globalement présenter le projet de mise en place de Gouredji. Copago, je l'ai déjà présenté, puisque tout le monde a la présentation béninoise. On peut passer le slide. Alors, au Bénin ici, comment est né le projet? Les opportunités d'emploi se font de plus en plus rares. Et dans nos communautés, dans les communautés, la majorité des femmes vivent des recettes du karité, aussi bien l'amande que le beurre de karité. Donc, nous avons été un peu touchés par le cas de Copago où, malgré toutes les interventions des projets programmes, la transformation est restée traditionnelle et très pénible, alors que le potentiel en amande existe.
existe. Donc, voilà comment est née l'idée du projet. Et c'est ce qui nous a amené à penser quand même, à travailler à Copago dans l'objectif d'améliorer un peu les conditions des femmes qui vivent un peu dans la précarité de l'emploi et en même temps de réaliser un business qui va avec des retours économiques. Voilà comment est le projet. Allons au slide suivant. Alors, je crois que j'ai ici présenté l'historique financière. Comment nous en sommes arrivés à faire ce business plan de sorte que l'activité, on puisse montrer un peu la rentabilité de l'activité. Donc, deux impacts visés, l'aspect social et l'aspect rentabilité. Donc, globalement, la CVA amende sur laquelle travaillent beaucoup de femmes n'est pas très rentable pour les femmes. Et c'est pour cela que nous avons travaillé à ce que l'entreprise Gouredji commence à transformer de façon locale ces amendes-là pour que les femmes aient mieux le revenu. Parce que quand tu compares la CVA amende et la CVA beurre de qualité, honnêtement, le gap, il est très important. Les amendes vendues à 100 francs, or le beurre peut coûter 3 fois le prix de ça. Donc voilà globalement ce qui nous a amené à porter ce projet-là que nous sommes en train de mettre en œuvre depuis 1 an. Alors, le produit, le beurre de qualité, peut-être que vous ne le connaissez pas trop, c'est une graisse blanche d'origine végétale extraite des amandes de Vitellaria paradoxa. C'est le nom scientifique du qualité ici. Et il est obtenu à la suite d'un long processus qui dure entre 3 et 5 jours. Donc, l'obtention du beurre de qualité n'est pas du tout simple, c'est un peu difficile et il est nécessaire de respecter quelques étapes qui seront décrites dans les lignes suivantes. Donc, le détail du process est un peu trop long. Je crois que comme tout le monde a la présentation, on pourra le lire pour mieux comprendre. Je propose que nous passons ce détail-là. Oui, on passe encore ce détail. On passe ce détail. Donc, dans notre business plan, nous avons fait l'analyse du marché. Nous avons fait l'analyse du marché et nous avons pu, après une étude que nous avons organisée nous-mêmes, voir un peu tous ceux qui sont demandeurs du beurre. Localement, nous avons les PME, les petites et moyennes industries, donc celles-là qui achètent le beurre, qui le transforment soit dans l'agroalimentaire, soit dans la cosmétique. Le beurre aussi pour le marché local, pour la consommation, et le beurre pour le marché extérieur. Et je crois que c'est l'un de nos challenges, le beurre du type bio. Et dans la suite des slides, vous verrez, ça fait l'un de nos défis. Nous n'avons pas encore eu la certification. Donc, en termes de défis, voilà ce que nous avons. Ensuite, nous avons fait un plan marketing. Nous avons fait un plan marketing qui nous permet globalement de voir en termes de production si nous n'allons pas rencontrer à des moments donnés, à des niveaux donnés de la mévente là. Donc, tout ça là est mis dans le business plan pour vous permettre de voir un peu tous les pourtours qu'il y a, que nous avons, tous les garde-fous que nous avons pris dans le cadre de la réalisation de ce projet. Passez le slide, s'il vous plaît. Passez le slide, j'en ai déjà parlé. Donc, globalement, l'estimation du coût total du projet, je vous l'avais dit, 80 millions et plus. Donc, voilà ici détaillé, lit par lit, tout ce que nous comptons. Globalement, notre projet vise à mettre en place une unité en bonne et due forme, une unité de type bio et de type conventionnel pour tous les marchés. Donc, à cette étape,
nous n'avons pas encore acquis tout ce qui est dans les coûts estimatifs ici. Nous avons déjà acquis, par exemple, nous avons un puits artisanal qui permet de desservir beaucoup de femmes qui viennent puiser l'eau, qui viennent faire de la transformation à ce niveau. Nous avons une machine, on appelle ça le complexe qualité. Nous avons une machine qui ne répond pas entièrement à toutes les normes pour la transformation du beurre, sur lequel nous sommes en train de mettre tout notre exploit. Donc, notre challenge est aussi là. Donc, globalement, voilà un peu, quand vous voyez le business plan, 80 millions, il est un peu trop estimatif, mais en réalité, c'est le fond de roulement, parce que pour transformer du beurre à cette échelle-là, il faut pouvoir mobiliser des amendes, parce que le cycle des amendes est cyclique. Il est cyclique, et étant cyclique, nous devons mobiliser pour un temps de production beaucoup d'amendes pour pouvoir répondre sur le marché. Parce que les amendes, il y en a, je crois, autour de 6 mois. C'est de mai à novembre, il y a des amendes. Donc, si pendant ce moment-là, vous ne parvenez pas à mobiliser beaucoup d'amendes, vous ne pouvez pas produire toute l'année. Donc, voilà le challenge. C'est pour cela qu'au niveau du fonds de roulement, vous allez remarquer que dans le coût, dans notre budget estimatif, le montant est un peu gros. Voilà. Je propose que nous passons le slide. Et nous avons fait ici un plan de remboursement qui a pris en compte les différents amortissements par rapport aux équipements que nous allons acquérir et l'intérêt auquel nous espérons avoir un crédit qui puisse nous permettre quand même de rentabiliser cette activité en n'oubliant pas le social. 10%, le crédit que nous souhaitons, c'est un taux de 10%. Et nous avons pris en compte toutes les charges. Et voilà un peu le plan de remboursement que nous avons mis ici. Et globalement, le projet financé à cette hauteur-là, nous espérons pouvoir rembourser entièrement la dette autour de 5 années. Nous proposons de passer le slide prochain. Donc, globalement, j'ai pu montrer le compte d'exploitation parce que on va se demander, oh, l'activité du beurre, madame, en 5 ans, comment vous espérez, sur quelle base espérez-vous payer le crédit? Voilà. Globalement, tout le compte d'exploitation que nous avons pensé ici. Et là-dedans, il y a toutes les charges. Il y a toutes les charges jusqu'aux impôts. Nous avons fait les calculs et par rapport à la rentabilité du projet, nous avons calculé les taux d'actualisation, les cash flows, la valeur nette, la vente, tout ça là. Donc, globalement, ce n'est pas... le temps qui nous est imparti ne nous permet pas d'aller dans le détail, mais globalement, voilà un peu ce qui nous a permis de monter ce projet. Alors, les acquis, je l'avais déjà annoncé un peu. En termes d'acquis, nous avons déjà pu acquérir un site d'implantation du projet. Donc, nous avons un site de 1250 mètres carrés sur lequel nous travaillons et sur lequel nous avons déjà pu mettre en place un point d'eau de façon artisanale même qui nous permet de faire cette petite transformation-là. Un complexe qualité qui n'est pas oxydable, mais nous espérons pouvoir acquérir un complexe inoxydable parce que en réalité, pour ce type de beurre, il faut quand même adapter un peu les équipements pour que à l'analyse là-bas, le beurre soit de bonne qualité et qu'il ne soit pas retourné. Donc, directement à ce jour, nous travaillons à 200 femmes impliquées dans le processus. Et dans le processus, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont là, elles collectent des amendes, elles les traitent, elles participent au processus de transformation, au conditionnement et à la commercialisation. En termes de défis, je crois que premièrement, le défi que nous avons actuellement, c'est
la certification, passez le slide s'il vous plaît, l'obtention de la certification bio. Bio parce que pour aller sur le marché international, nous avons besoin de cette certification. Nous avons besoin de moderniser un peu notre centre en construisant l'unité en bonne et due forme parce que là, nous avons juste un abri où nous avons mis la machine que nous avons et nous transformons comme ça pour commercialiser. Nous avons aussi, en termes de défis, besoin d'un complexe inoxydable parce que pour ce type de beurre, le beurre alimentaire, le beurre cosmétique, il requiert quand même un certain nombre de conditions. Alors, le thème de défi aussi, c'est que nous avons besoin d'avoir de la main-d'œuvre, une main-d'œuvre un peu fidèle quand même, une main-d'œuvre un peu stable sur les 5 années et le reste, nous allons gérer un peu avec les prestations de services et nous allons payer à la tâche payée, à la main-d'œuvre. Donc, globalement, le projet envisage de toucher 2000 femmes à Copago et de renforcer tout le centre que nous allons construire en petit équipement de transformation parce que qui dit transformation demande beaucoup d'équipements. Lesquels équipements? Nous avons les bassines, les seaux pour le conditionnement, la barâtre. Il y a beaucoup de petits équipements, les foyers améliorés. Il y a beaucoup d'équipements qui entrent un peu en jeu dans le cadre de la transformation. Donc, globalement, voilà nos défis et nous espérons que à l'issue de cette séance, on va pouvoir trouver une solution afin que ce projet-là soit quand même mis en bonne route pour que au bout de 5 ans, l'impact soit aussi positif. Donc, je vous remercie. Voilà globalement Gureji, l'entreprise de transformation de beurre de qualité qui vise la mise en place d'une unité de transformation à Copago. Je vous remercie. Merci, Lahanat, pour votre exposé. Je propose peut-être en fait qu'on va poser maintenant la question à nos deux intervenantes précédentes, des spécialistes du terrain. Est-ce que vous croyez, Élodie et Marie-Aimée, que le projet en fait de Madame Lahanat est déjà prêt à financer par un assesseur d'impact, ou est-ce que vous voyez certains ajustements clés dans son business plan pour le rendre prête? Je ne sais pas qui veut répondre premièrement. Peut-être Élodie. Élodie, si ça ne te dérange pas. Donc, évidemment, il faudrait faire une analyse très détaillée qu'on n'a pas eu le temps de faire. En tout cas, ce que je note déjà, c'est la qualité du business plan, dans le sens où il présente bien toutes les informations qu'un financier souhaite avoir, à savoir le marché, comment l'histoire de la société, comment la stratégie de la société s'est développée au cours des dernières années et le business plan prévisionnel, le niveau de détail du modèle de revenus futurs. Parce que j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat qui était qu'est-ce que c'est les cash flows? Effectivement, excusez-moi pour mon anglicisme. Donc, les cash flows, en fait, ce sont les projections de flux financiers liés à l'entreprise. Donc, projection de revenus, projection de coûts fixes, projection d'investissement, projection de charges financières pour atteindre le montant net disponible pour la société, donc montant net disponible d'exploitation. Donc, effectivement, on voit qu'il y a eu un travail très important qui a été fait. Et donc, typiquement sur ce type d'entreprise, dans notre cas, dans le cas de la Société Générale, le référent avec qui on parlait, ce serait donc la personne qui est responsable de notre activité PME au Bénin. Donc, j'ai son nom et je ferai la mise en relation juste après ce panel. Donc, il s'agit de Mustapha Alaofé, qui est donc responsable de la maison de la PME au Bénin, qui lui pourra regarder ça plus en détail. Mais un des freins principaux et qui était d'ailleurs mentionné donc dans un des freins que j'ai présenté, c'est la taille en fait. C'est que finalement, on demande un crédit qui, au regard des investissements qui sont faits par les
par les grands investisseurs à impact, que sont les banques et les investisseurs institutionnels. Ce montant, en fait, n'est pas très important. Et il y a tout un travail d'analyse qui doit être fait pour finalement faire un prêt de taille relativement petite au regard de ces acteurs. Donc, une des solutions qui pourrait être explorée, donc déjà, je vous laisserai parler avec notre responsable local qui vous dira le but de la maison de la PME, et on a mis ça en place dans plusieurs pays africains, c'est justement d'être à l'écoute des entrepreneurs et d'essayer de les aider en amont justement d'une demande de crédit, de partager les meilleures pratiques. Donc, clairement, il vous donnera un feedback sur ce qui a déjà été fait par notre banque, qu'est-ce qui manque comme information, etc. Mais si, par exemple, le crédit ne convient pas parce que, je ne sais pas, il est trop petit ou il y a d'autres raisons, une des solutions parfois pour les crédits de petite taille, ça peut être de faire appel au financement participatif, donc le crowdfunding. Et on a vu beaucoup de cas donc de plateformes en fait digitales qui lèvent des fonds auprès de particuliers qui veulent justement investir dans des projets qui supportent l'économie locale, que ce soit donc des personnes qui ont les moyens dans le pays ou dans d'autres pays connexes, ou même justement de mobiliser l'argent de la diaspora qui souhaitent faire des investissements dans leur pays d'origine. Donc là, il y a plusieurs plateformes, donc je pourrais vous indiquer certains exemples. La banque a une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Lumo, mais on n'est pas encore présent en Afrique. Et pour l'instant, on se concentre sur les projets avec un impact sur la transition énergétique, donc des projets éoliens ou efficacité énergétique. Donc, ça ne conviendrait pas, mais de toute façon, cette plateforme n'est pas encore opérationnelle en Afrique. Donc, le crowdfunding, ça peut être une autre solution. Et puis après, si à l'étude du cas, parce que ce que fait un banquier traditionnellement, c'est de stresser vos hypothèses. On va dire, votre plan, il a l'air très bien, mais si jamais ça ne se passe pas exactement comme prévu, si jamais vous avez moins de croissance que vous pensiez, votre augmentation de production est moins forte, vous n'arrivez pas justement à augmenter votre force de travail, etc. Là, ça ne tient plus. Donc ça, c'est la spécialité des banquiers, c'est qu'on stresse les hypothèses. Donc, ce qui pourrait renforcer justement votre proposition, c'est de se dire, est-ce que je peux, avec mon projet initial, et donc ça c'est un peu l'approche de notre équipe, est-ce que je peux éventuellement rajouter d'autres services, notamment dans l'optique de fidéliser votre force de travail. Là, vous avez déjà cette idée très, très intelligente d'avoir un point d'eau pour justement faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'elle vient de travailler et en même temps, il y a l'accès à l'eau. Est-ce qu'il y a d'autres besoins que ces femmes ont auxquels vous pourriez répondre, qui les fidéliserait, et peut-être que vous pourriez aussi le monétiser. Peut-être qu'elles ont besoin de, je ne sais pas moi, recharger leur portable, et peut-être que vous pourriez faire un petit investissement additionnel qui n'est pas énorme par rapport à votre plan de business, mais dont les revenus, puisqu'elles seraient peut-être prêtes à payer un petit montant pour utiliser cet accès, par exemple, à l'énergie. Voilà, accès à l'énergie. Donc ça peut faire une petite source de revenus supplémentaires. Voilà, il faut réfléchir un peu. L'idée, c'est de réfléchir 360 degrés sur tous les impacts positifs que votre entreprise peut générer, au-delà de ce qui est déjà très important que vous faites, qui est d'avoir une production responsable donc de beurre de karité, de favoriser la mixité grâce à l'emploi des femmes, de favoriser l'accès à l'eau. Donc, vous avez déjà fait beaucoup de choses. Mais se forcer à essayer de regarder encore qu'est-ce qu'on peut faire de plus, et en fait partir des besoins de la communauté. Donc, les besoins des femmes que vous employez, les besoins des acheteurs à qui vous vendez le beurre de karité. Est-ce qu'ils ont besoin d'autre chose? Bon, ça, c'est un axe. Et avec ça, peut-être que vous allez finalement trouver des solutions qui augmentent un peu les revenus, qui fidélisent votre force de travail. Deuxième axe, c'est de se dire, finalement, comme c'est petit, je sais bien que ce n'est pas petit pour vous, mais ça peut être considéré comme petit par les financiers. Est-ce qu'on pourrait trouver une plateforme d'agrégation
est-ce qu'il y a d'autres entreprises comme les vôtres donc, vous avez fait votre analyse de marché, donc vous les connaissez certainement, qui ont le même problème que vous de taille critique? Est-ce qu'on pourrait créer une place de marché? Est-ce qu'il existe déjà une place de marché pour mettre en relation l'offre de ces produits et la demande? Et par exemple, je sais que beaucoup de négociants de matières premières, et la Société Générale finance beaucoup les négociants de matières premières, mettre en place ce type de plateforme digitale justement pour créer un peu des coopératives de producteurs responsables bio. Et là, du coup, votre production pourrait peut-être avoir un marché plus large, atteindre une taille critique pour avoir une meilleure position de négociation sur les prix parce que vous serez en train de négocier sur des volumes plus importants puisque vous pouvez les combiner avec d'autres producteurs. Et l'intérêt de ça, donc évidemment, c'est sur la commercialisation, mais ça peut aussi avoir un intérêt dans un deuxième temps pour lever des financements. Parce que si on a une plateforme digitale qui collecte toutes ces informations, tel producteur, il a tel type de produit, il a fait tel type de vente pendant les dernières années, les acheteurs sont toujours très contents, le feedback est très positif. Ensuite, au lieu d'avoir chaque petit producteur qui doit se casser la tête à trouver ses financements, la plateforme peut être le véhicule de financement. Et un financier comme la Société Générale ou un impact investor pourrait dire moi, je vois les data, les données qui sont accumulées sur cette plateforme digitale. Je vois que le track record est excellent. Je vois que tel, je ne vais pas citer de nom, mais tel grand trader, tel grand négociant est régulièrement acheteur de cette production. Donc, je vais pouvoir financer de façon collective différents producteurs via cette plateforme. Et du coup, les besoins de financement des producteurs pourraient être consolidés et adressés par ces plateformes. Mais là, je parle de quelque chose de prospectif auquel il faudrait réfléchir, mais ça peut être une façon pour votre développement futur par exemple, refinancer ce premier prêt que vous aurez individuellement. Voilà quelques idées à explorer. Ok, merci madame. C'est noté. Merci Marie-Aimée. Peut-être une dernière question, en fait, vu le temps qui nous reste. Élodie, donc, selon vous, en fait, comment est-ce qu'on pourrait mesurer et communiquer en fait concrètement l'impact social de son entreprise? Car c'est un aspect très important pour attirer des investisseurs. Donc, on a déjà parlé de potentiels axes d'impact social positif, mais comment le mesurer vraiment concrètement et communiquer aux investisseurs? Oui, donc je vais répondre à cette question. Je vais peut-être juste réagir par rapport au projet. D'abord sur le plan financier avec quelques remarques complémentaires de celles de Marie-Aimée et issues de mon expérience chez Investisseurs et Partenaires. Alors la première chose, c'est que Investisseurs et Partenaires a pour info un programme d'accélération au Sahel. Donc, si vous tapez IEP Accélération Sahel, vous allez tomber sur le programme qui est financé par l'Union européenne et qui est actif au Bénin et qui permet de faire des investissements qui peuvent démarrer à quelques milliers d'euros jusqu'à 60 000 euros et qui permettent en fait donc en francs CFA, c'est entre 2 millions et 40 millions de francs CFA, voilà, pour être précis en francs CFA, et qui permet en fait de répondre aux besoins de financement des entreprises dans leur phase d'incubation ou d'accélération, avec aussi la possibilité de mobilisation d'assistance technique et puis un accompagnement plus large de l'écosystème. Voilà, donc c'est le guichet, je dirais, chez Investisseurs et Partenaires qui pourrait être peut-être adapté à profil de votre projet et de votre entreprise. Oui, pardon, je n'ai pas bien noté le lien. C'est IEP Accélération, IEP, le nom exact, c'est IEP Accélération au Sahel. IEP, donc comme investisseur et partenaire, ISPRDSP. On pourra peut-être laisser le lien après le webinaire. Ok. Ok, merci beaucoup. Donc, ce que je dirais peut-être par rapport à ce type de programme, c'est que sur un projet comme ça, vous avez beaucoup de défis.
Vous allez avoir un défi, donc vous l'avez bien expliqué, hein, mais sur le marché. Vous allez avoir un défi de la production, sur le fait de mettre en place un process sans doute voilà, semi-industriel. Il y a un enjeu sur la qualité des produits et puis il y a un enjeu sur la constitution d'une équipe. Donc, quand il y a beaucoup de défis comme ça, c'est particulièrement le cas sur des projets de transformation, peut-être le conseil que je peux donner, c'est d'y aller progressivement et de phaser au maximum vos investissements. Parce qu'un financier, plus vous allez avoir d'historique, donc pas seulement un business plan, mais aussi vraiment que vous connaissez votre marché, que vous maîtrisez votre processus de production, etc., plus ça va être facile pour lui de vous financer. Plus il va avoir confiance, moins il va considérer que le risque est important. Donc, si vous y allez progressivement, si vous commencez peut-être par exemple, consolider la première étape de peut-être juste faire du commerce, parce que ça demande un peu de fonds de roulement, mais moins d'investissement. Ça peut vous permettre voilà, déjà de mieux explorer le marché, puis à un moment donné, de faire peut-être un premier investissement dans une petite machine, puis ensuite une machine plus perfectionnée. Voilà, c'est une possibilité d'y aller pas à pas et de chercher des financements éventuellement adaptés et peut-être dans un premier temps, pourquoi pas commencer avec un acteur de la microfinance qui aurait un guichet pour les très petites entreprises. Et qui permettrait de faire peut-être une première étape sur du commerce, sur un petit peu de transformation, et en fait qui affinerait beaucoup encore plus vraiment votre connaissance du secteur, qui prouverait votre capacité progressivement à constituer une équipe stable, etc. Et qui pourrait in fine vous permettre d'aller vers des projets de plus en plus ambitieux. L'autre avantage d'une formule où vous allez progressivement, c'est que vous pouvez vous autofinancer plus, donc avoir une part de fonds propres dans le projet qui est plus importante. Parce qu'aujourd'hui, tel que vous le présentez, la part de dette dans le projet, qui est à peu près de 70%, me paraît très élevée pour un projet qui a une dimension d'investissement qui est importante. Parce que sur un projet où vous investissez dans, disons, une petite unité industrielle, vous allez avoir au moins peut-être 3-4 ans, vous allez avoir plus de charges que de revenus. C'est très souvent le cas dans ce type de projet. Donc, pour faire face à ça, si en plus vous devez rembourser la banque, c'est là où vous pouvez vous trouver étranglé en trésorerie, en difficulté. Donc, voilà, autre intérêt d'y aller plus pas à pas, c'est aussi se constituer une poche d'autofinancement. Et tout ce que je vous dis là, c'est des choses qui vont rassurer vos investisseurs. Même si on a bien vu effectivement que vous aviez beaucoup étudié votre projet et vous avez été loin dans la réflexion et l'analyse. Pour répondre sur l'impact, donc déjà aussi, le fait que vous soyez une femme entrepreneur, c'est un point fort, hein, c'est de plus en plus un axe important. Et les financiers ont bien compris qu'il fallait financer des projets de plus petite taille parce que c'est là où les femmes sont les mieux représentées aujourd'hui en Afrique. Voilà, donc ça, c'est en soi, c'est un impact important de votre projet que vous ayez cette audace de vous lancer. Vous pouvez derrière montrer la voie, si vous réussissez dans votre projet, montrer la voie pour d'autres et donner envie à plus de femmes de se lancer. Ensuite, sur les impacts, bon, ils seront nombreux, mais ce qui peut être intéressant, c'est de regarder votre impact sur l'emploi. Vous allez constituer une équipe, notamment constituée de femmes en plus, de montrer le nombre d'emplois que vous allez créer et puis ce que ça va leur apporter, parce que souvent, le fait d'avoir accès à un emploi formel, si c'est bien votre projet, hein, que tout soit formalisé, bah ça d'ailleurs, il y a une étude d'investisseurs et partenaires sur ce sujet spécifique. On voit que ça a beaucoup d'impact positif parce que les gens peuvent se projeter sur le long terme et donc aussi plus investir sur l'éducation de leurs enfants, sur leur logement, etc. parce qu'ils ont ce contrat stable. Ça leur permet d'emprunter, d'avoir une feuille de paye régulière et puis ça leur permet aussi souvent d'avoir accès à une première couche de protection sociale. Voilà, même si souvent c'est très basique quand il n'y a pas de complémentaire en Afrique. Donc, il y a vraiment cet impact sur l'emploi, notamment des femmes, sur l'entrepreneuriat au travers de vous-même, sur les fournisseurs, parce que j'imagine que vous allez avoir derrière, enfin, tout le Carité, il va y avoir derrière des petits fournisseurs locaux, donc ça peut être intéressant.
Voilà, le nombre de fournisseurs approximativement, ça génère des revenus chez eux. Et si vous vendez localement, il peut y avoir des effets au travers aussi de distributeurs de vos produits qui vont distribuer les produits localement et ça va être générateur de revenus à leur niveau, enfin, c'est vraiment sur toute la chaîne. Et puis, de façon générale, si, comme Marie-Aimée l'indiquait, vous allez vers des plateformes d'agrégation et si vous avez des collaborations avec ce secteur, vous pouvez contribuer à votre échelle à faire bouger un petit peu les choses, par exemple à faire que le Bénin soit plus connu sur ce marché du karité, à ensemble avoir un peu un effet système quoi, qui permet de développer le marché du karité au Bénin. Et ça peut être aussi des effets très importants et un peu plus macroéconomique, je dirais, à l'échelle du pays. Merci. Voilà. Merci, c'est bien noté. Merci Lodine, merci Marie-Aimée, merci Laanat. Je crois que malheureusement on doit conclure ici en fait le webinaire. Merci à tout le monde en fait pour avoir été connecté à notre webinaire et nous espérons bien sûr que vous allez vous connecter nombreusement pendant les futurs cycles qu'on va organiser en fait avec RSE et PED. Et donc, je laisse peut-être la parole maintenant à Inde pour s'il y a encore une conclusion. Tu veux que je parle ou tu veux parler? Non, je crois que c'est bon en fait. Donc, juste pour conclure le webinaire, je crois que je viens de remercier, mais je ne sais pas en fait si vous avez des annonces à faire. Alors merci. Juste merci à toi aussi, Dieter, pour avoir modéré brillamment 2 webinaires. Merci à nos intervenants. Merci à tous les participants parce qu'on a eu vraiment un nombre de participants élevé avec beaucoup d'acteurs d'Afrique. Donc pour nous, c'est ce qui compte, parce qu'on cherche aussi à diffuser la RSE, la finance responsable en Afrique. Et puis, merci à Hin qui a coordonné aussi tout le cycle. Et donc, merci pour son travail de grande qualité. Et on vous donne rendez-vous pour d'autres webinaires à la rentrée. On en verra. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on va reposter toutes les vidéos d'enregistrement des intervenants donc sur notre page Facebook et puis sur les réseaux sociaux. Et on vous enverra aussi par email le lien pour accéder à toutes les présentations, à tous les enregistrements sur notre site web. Je pense qu'on vous posera un petit questionnaire d'appréciation du cycle pour pouvoir aussi nous améliorer, enfin évaluer ce qu'on a fait, voir ce qu'on peut améliorer. Voilà. Et puis merci plus particulièrement aujourd'hui à nos intervenants parce qu'on a essayé un exercice qui était plus difficile que d'habitude, plus original. Donc c'était à Laanat, j'espère que je prononce bien votre prénom, de présenter donc son business case et à Elodie et à Marie-Aimée de réagir comme ça à chaud. Donc bon, c'est un nouvel exercice, mais ça a super bien marché. Merci, je pense aussi à Dieter qui a contribué. Voilà. Aussi, on va organiser dans les semaines qui viennent une consultation de notre communauté. Donc, vous recevrez l'email et puis n'hésitez pas à répondre. C'est vraiment pour savoir ce que vous appréciez dans ce qu'on fait et ce qu'on peut améliorer. Voilà. Bon, maintenant, je pense qu'on a du coup un peu dépassé, mais c'était passionnant. Donc, on vous souhaite à tous un bon déjeuner si c'est l'heure et une bonne journée. Et puis, on espère vous revoir bientôt dans nos webinaires. Voilà. Ou sur nos pages Facebook et nos réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup et merci encore à nos intervenantes. Merci. Pour la qualité. Merci à tout le monde. Merci. Et à bientôt. Et on espère pouvoir suivre votre projet aussi. J'ai oublié de le dire, mais on espère vraiment suivre votre projet. Et que ça puisse avancer comme vous le souhaitez. Voilà. Madame, excusez-nous, on avait exposé des doléances là. Pardon, je crois que c'est Loïs qui parle. Oui, est-ce qu'il y a le lien? Voilà, bon, excusez, voilà, entre-temps, dans 2 semaines passées, on avait suggéré si vous pouvez peut-être délivrer des certificats de participation aux différents binaires. D'accord. Voilà, mais jusque-là, on n'a pas reçu de suite. Oui, alors je vous remets dans la boîte de conversation. Il faut nous écrire un email à contact RSE et PED en demandant une attestation d'assiduité et en précisant le ou les webinaires auxquels vous avez participé. Voilà. Donc, il faut vraiment nous l'écrire, nous faire cette demande. Voilà. Ok, sinon, moi, j'ai écrit plusieurs fois. Bon, est-ce que j'ai écrit plusieurs fois, mais je n'ai pas reçu de réponse. Alors,
Oui, alors attendez, oui. En fait, on attend pour simplifier notre travail et pour le rendre, pour le simplifier, on attendait la fin du cycle. Maintenant, on va prendre toutes les demandes et on va faire ces certifications parce que si vous avez demandé 2 fois, en fait, on traitera tout en une fois, en fait. Voilà. Oh, ok, donc ça marche. Voilà, ok, merci beaucoup. Excellente journée. Voilà. Et je mets le lien IEP, le programme d'accélération là, visible à l'instant. Puis on essaiera aussi de voir, de donner donc vous avez mentionné d'autres références, donc on essaiera aussi de retrouver peut-être des liens internet intéressants, donc aussi sur le crowdfunding, voilà quoi. Et bon, je pense qu'il y a des pistes pour la ANAT, mais qui peuvent être aussi intéressantes pour d'autres projets. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, merci. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Voilà, ok, merci. Ouais. Hind, je te laisse arrêter l'enregistrement. Merci. Ouais. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.